Bonjour, aujourd'hui on aborde le chapitre 7, qui est le dernier chapitre de mécanique, dont le titre est Travail et énergie. Plusieurs choses importantes dans ce chapitre. D'abord la notion de travail d'une force, on va ensuite aborder tout ce qui est énergie, et vous voyez que dans les compétences que vous devez acquérir, on doit aborder la notion de temps atomique. Alors j'ai mis en introduction de ce chapitre différents documents sur l'évolution de la précision des pendules et de la définition du temps qui s'écoule et de la manière de le mesurer. Donc vous voyez qu'en fait, et j'aurai l'occasion d'en parler en cours, l'homme a toujours cherché à mesurer, à quantifier le temps qui passait. Historiquement, il a commencé par s'appuyer sur des phénomènes visibles, des choses telles que l'alternance des saisons, l'alternance des jours et des nuits, jusqu'à être obligé pour définir des unités de temps plus petites, d'inventer des machines. Donc il y a eu des sabliers, il y a eu des clepsydres, il y a eu des pendules, et on est arrivé aujourd'hui à la définition de la seconde, qui est une définition atomique, et qui fait que toutes les horloges atomiques qui définissent avec précision le temps sur Terre permettent une synchronisation de ce temps qui s'écoule sur toute la surface du globe, ce qui peut avoir de multiples intérêts: synchronisation des satellites, synchronisation des échanges d'informations, des échanges commerciaux, etc. Donc, après cette petite introduction, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus quand on fera un TP sur le pendule. Abordons la notion de travail. Donc, première chose, qu'est-ce qu'une force? Donc, je vous rappelle, chose qui a été vue en classe de seconde, qu'une action mécanique qui peut mettre en mouvement un objet, modifier le mouvement de l'objet ou déformer un objet est appelée force. Cette définition, c'est une définition mécanique. La force qu'on a ainsi définie a différentes caractéristiques: une direction, un sens, une intensité, et dans certains cas un point d'application. Ces quatre caractéristiques sont les caractéristiques de l'outil mathématique qu'on a déjà utilisé, qui s'appelle vecteur. Donc on représentera une force par un vecteur. C'est pas bien nouveau, on l'a déjà utilisé dans le chapitre précédent. La seule chose un petit peu nouvelle, c'est la notion de travail mécanique. Qu'est-ce que le travail? Alors la première chose que vous devez retenir, c'est quand on parle de travail, le travail a la même grandeur physique que l'énergie. C'est-à-dire que le travail mécanique s'exprimera comme l'énergie en joules. Plusieurs types de forces que l'on peut voir. La force la plus facile, c'est la force qui est constante, c'est-à-dire le vecteur F est constant en termes de direction, de sens et de norme. Le cas un petit peu plus délicat, c'est la force qui n'est pas constante. Exemple, la tension d'un ressort. Plus on écarte le ressort, plus la force de rappel sera importante. Donc toute cette partie-là est occultée cette année. Alors sur le travail d'une force constante, par définition, le travail, c'est tout simplement le produit scalaire de la force et de son vecteur déplacement. Alors j'ai représenté ici une force, F, dont le point d'application se déplace de A à B. Le travail de la force F de A à B s'exprime comme le produit scalaire F scalaire AB, c'est-à-dire la norme de F, la distance AB multipliée par le cosinus de l'angle qui les sépare. Et donc on a une expression du travail qui est F AB cos alpha. Si le déplacement n'est pas rectiligne, la définition du travail reste la même. C'est-à-dire que lorsque vous avez un déplacement qui est par exemple un déplacement totalement curviligne d'un point à l'autre, la force par définition est constante, c'est-à-dire qu'on garde constant sa norme, sa direction et son sens. Donc si je représente ici toujours le déplacement du point d'application de la force F du point A vers le point B, l'angle entre les deux est toujours alpha. Je me retrouve donc avec deux chemins possibles, par exemple, le chemin qui est le chemin en ligne droite et le chemin 2 qui est une espèce d'arc de parabole. Si je calcule le travail de la force F sur le chemin 1, donc de A à B, j'ai la définition que j'ai vue tout à l'heure, c'est-à-dire le produit scalaire F fois AB, c'est-à-dire norme de F, longueur AB, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux. Si maintenant je calcule le travail de F le long du chemin 2, c'est-à-dire l'arc de parabole, toujours de A à B, ben par définition, ce produit scalaire est toujours le même.
Et donc, que l'on aille de A à B par le chemin 2 ou par le chemin 1, le produit scalaire est toujours le scalaire entre la force F et la longueur AB. Et donc, je me retrouve avec une expression du travail qui est rigoureusement la même. Alors, remarque, je parlais de force non constante dans le cas du ressort. Pourquoi cette force est non constante? Parce que la norme de cette force dépend de l'allongement du ressort. Plus l'allongement du ressort sera important, plus la force de rappel sera importante. Donc ce type de force ne sera pas du tout étudié cette année. Une fois qu'on a défini ce travail comme le produit scalaire, on va se retrouver dans globalement 3 cas distincts et facilement repérables. Le premier cas est le cas où on se déplace toujours de A vers B, et l'angle alpha est compris entre 0 et pi sur 2. Donc on voit bien que dans ce cas-là, le travail sera une grandeur positive puisque le cosinus est positif, la norme est positive, les deux normes sont positives, donc le travail sera positif. Si le travail est positif, on va dire que la force est motrice ou le travail est moteur, c'est-à-dire que la force va favoriser le déplacement. Dans un deuxième cas, la force est strictement perpendiculaire au déplacement. C'est-à-dire que le cosinus de pi sur 2 sera égal à 0, donc le travail est nul. Ce qui veut dire que le déplacement du point d'application de la force F de A à B n'a aucun effet sur le déplacement. Et à l'inverse, si l'angle alpha entre AB et F est plus grand que pi sur 2, dans ce cas le cosinus sera inférieur à 0, et donc on aura un travail qui lui-même va être négatif. C'est-à-dire que la force va s'opposer au déplacement et le travail va donc être dit résistant. Voilà pour ces 3 cas. Maintenant, 2 types de forces importantes qu'on va aborder cette année. Le premier type de force, c'est une force qu'on dit conservative. Qu'est-ce qu'une force conservative? C'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi par son point d'application, mais uniquement par les positions du point de départ et d'arrivée. Donc là, on arrive dans une notion qui est une notion un petit peu délicate. On va opposer à la force conservative la force non conservative, c'est-à-dire celle où le travail va dépendre du chemin suivi. Alors si on fait un petit bilan sur les forces que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, quelles sont celles qui sont conservatives, quelles sont celles qui sont non conservatives, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à me trouver des forces non conservatives. Je pense par exemple au fait d'aller à vélo d'un point A à un point B en utilisant différents chemins. Vous allez bien vite comprendre que plus le chemin est long, plus votre difficulté sera importante. Et donc d'aller par exemple de Saint-Louis à Mulhouse va dépendre, la fatigue qui va en résulter dépendra du chemin que vous allez prendre. Si vous allez en ligne droite sur l'autoroute ou si vous allez en passant par Altkirch, la longueur du chemin ne sera pas la même et votre fatigue ne sera pas la même. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez développer des forces qui ne sont pas conservatives. Et ces forces, le travail de ces forces va dépendre du chemin. Et plus le chemin sera important, plus le travail est important. Et ce travail, vous allez le fournir avec vos muscles. Donc, force conservative, c'est globalement les forces de frottement. Force non conservative, la principale qu'on va voir cette année, c'est le poids. Alors, deuxième chose que je voudrais encore détailler sur des généralités, c'est que si je prends ce petit schéma, la force F est conservative. Si le travail, que l'on aille de A à B en prenant la ligne droite, le chemin 1 ou le chemin 2, ces travaux sont toujours les mêmes. Si le point A est confondu avec le point A, c'est-à-dire que je fais un circuit fermé, dans ce cas-là, par définition, si la force est conservative, le travail est nul. D'accord? Donc, vous comprenez bien que, par exemple, les forces de frottement, si vous faites un circuit à vélo qui va de Saint-Louis à Saint-Louis, en aucun cas, le travail des forces a été nul, puisque vous avez dû fournir un effort et vous allez en retirer ou en exprimer une certaine fatigue. Donc, dans le cas du travail du poids, on va voir un certain nombre d'exemples que je détaillerai en cours. Retenez que le poids est une force conservative. Le poids est la principale force conservative que l'on aborde cette année. Deuxième force conservative qu'on va aborder, c'est la force électrostatique, celle qu'on a déjà vue lorsqu'on a étudié le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. De la même manière, cette force-là, le travail du déplacement de son point d'application ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la position du point de départ et du point d'arrivée. J'aurai l'occasion de détailler tout ça en termes de calcul en classe, de manière à ce que ce soit un petit peu plus clair que sur cette vidéo.
Donc en résumé, deux forces conservatives cette année, le poids et la force électrostatique. Les forces non conservatives, je parlais tout à l'heure de la force de frottement, sur la fatigue que vous ressentez lorsque vous allez faire un trajet à bicyclette d'un point A au point B en prenant différents chemins. La définition d'une force conservative est la suivante. Une force est dite non conservative, c'est le travail dépend du chemin suivi. Globalement, force de frottement. Donc là aussi, vous verrez que, à l'aide d'un petit exemple, le travail d'une force conservative, comme c'est une force qui s'oppose au mouvement, ça va être une force résistante, donc un travail résistant. Donc globalement, le travail sera négatif en signe. Deuxième grande partie, une fois qu'on a défini ce que c'est que le travail, c'est d'aborder les transferts d'énergie. Donc la deuxième chose importante dans ce cours, c'est de voir qu'en fait, un système mécanique peut transférer ou transformer de l'énergie, principalement de l'énergie cinétique en une autre énergie. L'énergie cinétique est une énergie qui est due à la vitesse du corps. L'autre énergie en laquelle cette énergie cinétique va pouvoir se transformer est une énergie qu'on va qualifier d'énergie potentielle. Vous avez vu en classe de première un certain nombre de relations que l'on retrouve ici, c'est-à-dire que l'énergie mécanique par définition est la somme de l'énergie cinétique plus de ou des énergies potentielles, il y en aura plusieurs. Et donc la première notion importante, c'est de voir que la variation d'énergie potentielle d'un système se déplaçant d'un point A ou un point B, que ce soit pour l'énergie potentielle de pesanteur ou l'énergie potentielle électrostatique, c'est-à-dire en clair pour les deux forces conservatives qu'on a détaillées, c'est-à-dire le poids ou la force électrostatique d'une particule chargée dans un champ électrique, dans les deux cas, cette variation d'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail de la force conservative associée. C'est-à-dire qu'on va montrer, et là encore je le ferai en cours, que la variation d'énergie potentielle, c'est moins le travail de la force concernée, c'est-à-dire soit P égale mg, soit F égale QE. On aborde ensuite, une fois qu'on aura vu ces deux petites notions, les lois globales de conservation d'énergie mécanique. Donc là, on en a déjà parlé, énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. On va avoir un certain nombre de cas. Le premier cas est un cas où on a effectivement conservation de cette énergie. Donc dans le cas de la conservation de cette énergie, ça veut dire que la variation d'énergie mécanique est nulle, puisque cette énergie mécanique est constante. Et au cours du temps, on va avoir une transformation d'énergie cinétique en potentiel et réciproquement. C'est par exemple le cas que l'on verra en TP, le cas d'un pendule simple qui oscille autour d'une position d'équilibre entre deux positions extrêmes, au cours desquelles il aura une vitesse nulle mais une altitude maximale, alors que lorsqu'il passe à sa position d'équilibre, sa vitesse sera maximale mais son énergie potentielle sera nulle. Dernière chose, alors je parlais du pendule, on verra aussi que si on prend l'exemple du mouvement d'une balle dans le champ de pesanteur, un petit peu ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, si on néglige les frottements, c'est-à-dire par exemple on va prendre un objet qui a une densité relativement importante, c'est-à-dire une boule de pétanque par exemple, ou une balle de tennis, on va avoir là aussi conservation de l'énergie mécanique pour un mouvement qui lui par contre, contrairement au précédent, n'est pas périodique. Le dernier cas qu'on verra, c'est la non-conservation d'énergie mécanique. Donc s'il y a une non-conservation d'énergie mécanique, cela signifie qu'il y a des forces non conservatives qui apparaissent dans le système et lors du mouvement. Ces forces non conservatives ont un travail. L'énergie mécanique décroît au cours du temps. La décroissance d'énergie mécanique, c'est-à-dire la variation, le delta énergie mécanique, est donc égal au travail des forces de frottement et est inférieur à 0. Ce qui veut donc dire que l'énergie mécanique finale est inférieure à l'énergie mécanique initiale. C'est donc le cas que l'on verra aussi en TP, lorsqu'il y a un frottement. Et globalement, on peut retenir, et je terminerai par là, en disant que lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives qui travaillent, son énergie mécanique ne se conserve pas et au contraire décroît. Exemple, une balle de tennis lancée, mais cette fois-ci en tenant compte des frottements. Voilà pour ce chapitre, je m'arrêterai là, je ferai la plupart des démonstrations en cours.